Bonsoir, bienvenue à tous dans iWeek, toute l'actu Apple en live. Et oui, il se passe toujours quelque chose dans iWeek, on est en direct, ça fait aussi le charme de l'exercice. Et voilà, chaque semaine, vous avez votre lot de surprises. Merci d'avoir patienté quelques instants pour ce retard qui a été un tout petit peu décalé. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure en direct dédiée à l'actu de l'écosystème Apple. Je ne suis pas tout seul, évidemment. Mes complices sont là, pas tous, évidemment. Il nous en manque, d'ailleurs, il nous en manque depuis quelques semaines. On va donner les noms dans quelques instants, mais on pense à eux, c'est pour ça qu'on va donner les noms. Et en attendant, on va retrouver ceux qui nous font l'amitié d'être au rendez-vous. On va vous dire bonjour dans un ordre tout à fait logique. On va commencer par l'homme au casque blanc, l'homme au sweatshirt blanc, doublé d'une petite fourrure verte ce soir, Teddy. Salut. Ouais, salut Benjamin, salut tout le monde. En fait, c'est la veste officielle du Real Madrid. C'est un petit clin d'œil à mon ami Eli Abitbol, qui est un grand c'est sympa. Je pense que ça va être un peu la soirée des clins d'œil ce soir. Restez avec nous parce qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais je suis prêt à tout. Et notamment du côté de chez Gilles. Salut Gilles Dunès. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Alors, je suis impatient que tu nous parles des sujets que tu nous as évoqués pour nous dans le conducteur, parce que j'ai pas tout compris, mais je suis sûr que tu vas nous aider à comprendre plein de choses ce soir. Je vais essayer en tout cas. Eh ben, on compte sur toi et on est très heureux que tu sois à nouveau avec nous, comme souvent dans iWeek, pour décrypter cette actu Apple. Premier tour de table, on va continuer, on va se diriger vers le nord avec Eddy Magnette, que vous retrouvez sur tablettetactile.net. Salut Eddy. Exactement, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Et bonsoir à toi, comment ça va ce soir ? Écoute, ça va très bien et c'est un vrai plaisir d'être parmi vous encore ce soir. Tu as survécu à la tempête de ces dernières heures. J'ai survécu, hein. Je me suis accroché, ouais, je me suis accroché, on a eu pas mal de vent. Ouais. Je pense que ça va devenir. Tu vas avoir du mal à ne pas prévoir quelque chose pour le mardi soir, Eddy. C'était un challenge. Voilà, c'était un challenge. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes avec Eddy. Et avec Eli plutôt. Et les couettes. Tu vois, enfin, tu me déconcentres. Salut Eli, président des Apple Premium Resellers, cofondateur de MCS à Nice et à Cannes, et fidèle, parmi les fidèles d'iWeek. Salut Eli. Bonsoir à tout le monde. Tu nous diras... Donc il y a eu cet après-midi, pour ceux qui n'ont pas vu les tweets, une sorte de challenge couette. Et donc moi j'ai dit couette non, mais on peut faire quand même quelque chose. Et donc du coup j'ai sorti le déguisement qui va bien. Et ça te va très très bien, ça te va tellement bien que tu peux le garder toute la soirée, si tu veux. Je ne sais pas si je vais tenir toute la soirée, mais en plus de ça, j'ai profité quand même, puisque personnage oblige, pour faire une petite recherche talmudique, biblique, grâce à Wikipédia bien entendu, sur mes excellents amis et chroniqueurs présents. Donc j'ai recherché pour vous la symbolique de vos prénoms. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui. Alors, ça prend que 2 minutes. Ah bon, tu me rassures. Parce que j'ai vu aussi dans les commentaires qu'on était parfois trop technique, que certains n'arrivaient pas à nous suivre et qu'il fallait faire un tout petit peu plus de culture. Je crois que c'est Gilles qui a parlé de ça. De vulgarisation. Donc, je me suis dit, allez, on va faire un peu dans la culture. Donc, on va démarrer forcément par Benjamin, qui, d'après Wikipédia, et vous le savez tous, est un personnage biblique, dernier fils de Jacob. Voilà, Benjamin. Et toi, tu es Rabbi Jacob. Donc, et tu as même donné le nom à une des 12 tribus d'Israël. Voilà. Eh ben, j'en suis très fier, merci beaucoup. J'ai cherché ensuite notre ami Gilles. Et Gilles, il n'y a pas grand-chose dans Wikipédia. Hein. Il va falloir que tu fasses un petit effort. Car Gilles, on me dit que c'est une commune française de l'Eure-et-Loire. Et une expression péjorative alsacienne. Donc ça, il faudra qu'on m'explique. Ça veut dire quoi en alsacien ? Justement. Alors si vous êtes alsacien, dites-nous ce que ça veut dire. Gilles est une expression péjorative alsacienne. Bon. Alors ça vient du grec en fait. Et ça vient de aegis, qui est le bouclier, le protecteur. D'accord. Ah voilà, tiens, tu vois, tu croyais pas, oui, tu pensais pas avoir de la répartie. Très rapidement,
Eddie, bon, forcément, diminutif d'Edouard. Et il n'y a pas grand-chose non plus dans Wikipédia, à part quelques personnages célèbres que vous connaissez. Donc, on va citer Eddie Q, mais je vous en ai trouvé un autre. C'est dans Wikipédia. Hein. Je n'ai pas rajouté une virgule. Tout est dans le copier-coller. Donc, notre Eddie célèbre, c'est une Eddie célèbre, Fanny Ann Eddy, qui était une militante lesbienne du Sierra Leone. Voilà. Donc, quoi, écoute, tu nous as promis de ne pas faire plus de 2 minutes, hein, Eddie. Oh, pardon. Alors, on va perdre du monde sinon. Désolé. Donc, Teddy, forcément, j'ai gardé pour la fin. Donc, diminutif de Théodore, ça, vous le savez. Et ça veut dire, en fait, en hébreu, ça veut dire un homme de tête. Et alors, forcément, pour Teddy, homme de tête, ça lui va comme un gant. Et pour finir, Teddy est aussi un type de lingerie féminine composé d'une chemisette et d'un slip. D'où le challenge pour la semaine prochaine, Teddy en Teddy. Et voilà. Bon, voilà, c'est très fort pour démarrer, Elie. Je te remercie. Je te tire un coup de chapeau. Toi, tu as enlevé le tien. Bravo. Je crois qu'on est paré. On va entrer direct dans cette actu Apple. Et promis, on va essayer aussi de s'intéresser dorénavant à des produits. On va essayer de faire davantage de tests. On va peut-être essayer même de vous faire gagner des cadeaux. C'est pas pour ce soir, mais peut-être sans doute dès la semaine prochaine, on en reparlera. D'ici là, on marque une toute petite pause et on entre dans le vif du sujet de cette iWeek numéro 21. À tout de suite. Alors, je ne sais pas, les amis, sur quel film vous avez connu vos premiers émois. C'était peut-être un été 42. Ce soir, on va plutôt parler de l'erreur 53. C'est un peu différent comme type de... comme type de striptease, mais ça pose tout un tas de problèmes. Ce sera l'un des sujets de l'émission dans un instant. On va aussi revenir un peu sur cette keynote du 15 mars, dont on parle toujours de manière un petit peu non officielle, on est d'accord ? Oui, conditionnel pour le moment. Ouais. Hein, pas de confirmation pour l'instant. Si on disait un mot... un mot de l'Apple Watch pour démarrer, et d'un sujet, Elie, je crois, qui t'a fait un petit peu bondir. Au niveau des promotions sur l'Apple Watch en ce moment, ben ouais, c'est un tout petit peu bizarroïde, mais en fait le retail, c'est-à-dire en fait Fnac, Boulanger, Darty, propose l'ensemble des Apple Watch, aussi bien les sports que les Apple Watch à moins 15% de remise, ce qui évidemment pour toute une partie de la gamme est bien inférieur à nos prix d'achat. Et du coup, on rate des ventes tous les jours, les clients comprennent pas. Et c'est un tout petit peu énervant, et donc on a fini par demander à Apple si c'était bien normal, et ils nous ont dit que oui, qu'ils faisaient une promotion spéciale sur le retail. Donc du coup maintenant, quand ils nous font des trucs comme ça, ils assument, quoi. Ils nous disent oui, si, c'est normal qu'ils fassent des prix comme ça, on les aide. Le retail, c'est les Apple Store, mais pas nous. C'est les Apple Store, le retail. Non, c'est Fnac, Darty, Boulanger. J'ai même un truc, puis c'est plus compliqué que ça. Il y a certains APR, comme e-Concept dans le sud-ouest, pour pas le nommer. J'ai reçu, je suis à Pau, j'ai reçu un email de pub. Il y a moins de 15% pour la Saint-Valentin. Donc, est-ce qu'ils prennent sur leur marge, ou est-ce que, en tant que gros APR, parce qu'il faut savoir qu'ils sont un des plus importants en nombre de magasins, et puis en termes de volume, parce qu'ils font de bons scores dans l'éducation. Est-ce qu'ils ont eu le droit, ou est-ce que c'est l'APR lui-même? Écoute, je demanderai, puisque e-Concept est dirigé par Philippe Rosy, qui est un excellent ami et que je salue au passage s'il nous regarde. Et même s'il a quelques points de marge de plus que nous, parce qu'il a plus de 6 magasins, donc ça donne un tout petit peu plus de marge arrière. À partir du moment où tu as 3 magasins, tu as un tout petit peu plus. À partir du moment où tu en as 6, tu en as un tout petit peu plus encore. Donc lui, il en a 8. Mais ça ne permet quand même pas de faire 15% sur une Watch Sport. Donc il y a un mystère.
En tout cas, moi, Au-delà de ça, est-ce que ça veut pas dire, on a pas mal parlé au début d'une mise à jour de l'Apple Watch en mars, est-ce que ça ne peut pas présager d'une évolution de la gamme le mois prochain? Moi, je pense, j'ai fait des calculs. Oui, ça voudrait certainement dire qu'Apple cherche à déstocker ou qu'ils ont trop de stock ou qu'ils cherchent à déstocker. La seule chose qui, moi, m'embête, c'est que on peut comprendre qu'Apple essaye de déstocker un peu. Mais pourquoi ne pas proposer, dans ce cas-là, une incentive, des remises, des promotions à l'ensemble de ces canaux? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils le font sur l'ensemble du retail? Peut-être avec une petite partie des APR, et alors là, ça serait totalement discriminatoire, et pas avec les autres, en sachant que, évidemment, leur propre magasin, s'ils veulent faire 15, ils peuvent faire 15, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est Apple. Mais donc, du coup, ils nous sortent complètement du jeu. Là, c'est sur l'Apple Watch, mais comme en même temps, les promotions qu'il y a sur la gamme Mac et qui ont démarré le 15 décembre continuent de plus belle, c'est-à-dire qu'on a vu du moins 15 à moins 20% sur des produits Apple. Donc, et là, je parle de Mac, portable et bureau. C'est tellement inférieur à nos prix d'achat, encore une fois, qu'on ne peut absolument pas s'aligner. Donc, si la question c'est est-ce qu'Apple veut définitivement tuer quelques APR ou l'ensemble des APR, ils ne peuvent pas s'y prendre mieux. Et d'où le coup de gueule, après on passera à autre chose. Mais aujourd'hui, nous, on a des chiffres de vente qui sont totalement effondrés, c'est-à-dire qu'on voit des clients quand même tous les jours, et les clients nous disent, est-ce que vous faites la promo Fnac? Est-ce que vous vous alignez sur la Fnac? Et on dit, bah non, on ne peut pas, c'est inférieur au prix d'achat. Ah bah désolé, on va acheter à la Fnac. Et on perd des affaires tous les jours, et vraiment, c'est dramatique. Et même si MCS, aujourd'hui, on a de la trésorerie, on peut tenir un peu, moi, je me mets à la place de certains de mes confrères. Si on continue comme ça encore quelques semaines, il y a un bon nombre d'APR qui vont fermer. Je vais aller dans ton sens, Elie. Dans les années 90, c'est ce qui s'est passé quand la Fnac a commencé à vendre de l'Apple et un certain nombre de détaillants, c'était des... Je ne me souviens plus du terme exact du réseau d'Apple à l'époque. Un certain nombre ont eu beaucoup de difficultés, ont mis la clé sous la porte. Et il y avait des promotions en permanence. On n'achetait plus à Noël, on n'achetait plus qu'en février, au moment où la gamme allait changer et Apple purgeait ses stocks et la plupart des clients habituels le savaient. Petite question, Elie, est-ce que c'est légal de la part d'Apple de réserver ses promotions à ses propres magasins et de ne pas vous en faire bénéficier, vous, les Apple Premium Resellers? Non, mais c'est compliqué parce que les magasins Apple ne font pas de promotion particulière. Je n'ai pas reçu, moi, de mailing ou de pub particulière d'un store. Par contre, la Fnac, sans leur faire de la pub, ou Darty ou Boulanger, eux ne se privent pas de nous inonder tous les jours de pubs avec des remises insensées. Et ce qui se passe, c'est que si tu vas dans un Apple Store avec une pub Fnac, ou si tu peux accéder devant le vendeur à un site Fnac où il y a une pub, généralement, il s'aligne. Je dis généralement, parce que ce n'est pas forcément systématique. En tout cas, ils ont les moyens de s'aligner s'ils veulent. Alors que nous, non. Honnêtement, on peut montrer nos factures d'achat, c'est inférieur à nos prix d'achat. Et par contre, on peut se dire, est-ce que c'est légal de vendre à perte en France? C'est une autre question, effectivement. C'est général. Gilles, avant que tu prennes la main, peut-être qu'on peut... D'abord, je voudrais saluer tous nos amis et tous ceux qui nous regardent, soit en direct, en ce mardi soir, soit en replay tout au long de la semaine. Tous les fidèles sont là, même ceux qui ont raté le début de l'émission à cause d'un problème de box. Et je salue Yes We Pen, par exemple. Oui, c'est vrai que ça démarre en force. C'est Philippe Legrand qui a constaté ça. Je crois que tu as beaucoup de succès, Elie aussi. On te trouve sexy. Ça commence bien, voilà. Un été 42, le ton était donné. Oui, c'est du grand n'importe quoi, mais j'adore. Ouais, c'est un peu ça aussi. iWeek, on essaye de vous informer tout en maintenant cette bonne humeur qui est sans doute un peu caractéristique de cette bande. Bon, le sujet est donc plus qu'important, assez grave. Elie, on l'a compris. Maintenant, si on prend un peu de distance quand même sur ce que ça peut laisser présager, est-ce que ça veut dire à assez court terme un renouvellement de l'Apple Watch qu'on a plutôt désactivé ou qu'on a plutôt balayé la semaine dernière, et de la gamme des portables Mac, peut-être des MacBook Pro qu'on attend aussi?
Pour aucune rumeur, en l'Apple tout cas, Watch, sur il faut aucun dire, des sites, même rassurer, les plus pointus dans le darknet de l'information, sur un changement d'Apple Watch en mars. Hein. Mais maintenant, Apple sont capables de garder le secret quand ils veulent. Hein. Gilles? Je crois pas, oui. Pour les promotions, c'est Général et Target et Best Buy font des promotions de 15 à 20% sur un certain nombre de modèles d'Apple Watch depuis cette semaine. Donc, comme en Alors, on va France. peut-être se faire piquer le truc par la concurrence. J'ai eu un peu l'habitude avec sur Mac+, j'ai fait un certain nombre de calculs. C'est simple. Apple a pour habitude de garder dans son pipeline, dans son circuit de distribution, 6 à 7 semaines de produits, depuis la sortie de l'usine jusqu'au magasin, jusqu'au comptoir du magasin. Là, on est les grandes enseignes spécialisées qui font du gros volume sont parties avec des grosses promotions. On peut considérer que Apple cherche à purger son système de vente. Si on compte 6 semaines à partir de la semaine 5, qui est celle la semaine qui a commencé lundi, on tombe à la semaine 11, qui est celle du 15 mars. C'est un peu comme quand... Oui, j'ai t'écoute. Oui, c'est un peu comme dans le retour de la... Le retour du Jedi, non. De la guerre des étoiles. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça en plus. J'ai dit complètement au pif. Je pensais pas du tout que tu voulais parler de ça. Quand la flotte impériale purge son système purge ses déchets avant de passer en vitesse lumière, là on est à peu près dans la même configuration. D'accord. Bon, donc il devient assez probable que l'Apple Watch va évoluer dans un mois et demi, un peu moins, et idem pour le MacBook Pro. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai eu une seule rumeur qui parlait d'une Apple Watch S, comme un iPhone 5S ou 6S, qui ne serait pas un redesign, mais qui serait un petit changement, soit dans le processeur, soit dans quelque chose, mais qui garderait le même look. Ça, je l'ai lu, j'y croyais pas. Aussi. Ouais. Bon. Le S correspond au rythme qui était celui du business model des opérateurs quand Apple est entré sur le marché en 2007, avec une forte proportion de subventions des terminaux et un rythme de 24 mois. Donc il fallait quelque chose année après année pour inciter les gens qui n'étaient pas rentrés dans la boucle la première année pour s'équiper quand même. Bon, bah écoute, on va évidemment suivre ça dans les heures, les jours qui viennent. Gilles, on en reparlera évidemment jusqu'au 15 mars. Ça va nous tenir en haleine. Voilà. D'abord, il faut qu'on ait la confirmation de cette date, hein, ce qui est toujours pas le cas. On parle quand même pour l'instant encore un peu sur du vent. Et puis sur le contenu, c'est vrai que par rapport au timing, en tout cas la gamme portable, c'est très probable. L'Apple Watch, c'est 50-50, moi je dirais. Hein, c'est pas, voilà. Peut-être effectivement une petite mise à jour. En tout cas, l'iPad 3, c'est quasiment certain. Ouais, et l'iPad 3 aussi. Alors tu dis que ça fait quasiment un an, Gilles, c'est vrai, mais en même temps, l'Apple Watch, elle n'a jamais évolué, donc on ne sait pas sur quelle longueur de cycle Apple se place pour ce produit, qui est un produit différent, qui aura peut-être pas le même cycle de vie que les Mac ou les iPads. En général, il se base sur 4 à 6 trimestres. Bon, bah écoute, on va suivre ça. Je voudrais qu'on découvre ensemble, je pense que vous l'avez déjà vu évidemment, mais qu'on jette un œil à ce qui est sans doute la photo de la semaine. L'image de la semaine. Je crois d'ailleurs du Twitter de Tim Cook. Qu'est-ce que tu as dit, Eddie ? J'ai dit, je pense qu'elle a été retirée d'ailleurs du Twitter de Tim Cook. Alors, je confirme, elle n'y est plus. C'est pas que tu penses, c'est que effectivement, elle a disparu. Elle a même été elle a été remplacée par une autre photo que Tim Cook a prise au Super Bowl, qui techniquement est beaucoup moins contestable. Et c'est vrai que c'est le tweet le plus récent, vous voyez.
Et donc, il date du 8 février. Et si on remonte, on est au 22 janvier. Elle a disparu, la photo. C'est incroyable, non? C'est la magie d'Apple. C'est la magie d'Apple. Bon, quand même, alors là, il prend cher, hein, notre ami Tim, sur ce coup-là. Hein. Oui, en plus, il y a même quelques chroniqueurs de Watch TV qui se sont pas privés. J'ai un certain Mathieu Dos Santos qui s'est un peu amusé, on va dire, aux dépens de Tim Cook. Bon, on va dire que Mathieu est quand même un habitué d'Andromag et du studio mobile. Donc, et du trollage. Voilà, il n'est pas de parti pris, mais il va pas rater une aussi belle occasion quand même. C'est vrai que pour Apple, qui a fait une campagne mondiale sur la base de ces photos prises avec ces photos quasiment parfaites, hein, prises avec un iPhone 6 ou 6S, l'occasion était trop belle de tirer sur Tim Cook. Hein. Bon, ceci dit, le problème, c'est pas tant l'appareil en soi, hein, c'est peut-être le photographe qui est pas bon, tout simplement. Bah oui. Et c'est Tim Cook, hein, qui est pas bon, qui sait pas prendre de photos, tout simplement. Il ne sait pas tout faire, cet homme. Voilà. Et puis oui, comme j'ai dit à Mathieu, il a d'autres talents, hein, cet homme. Hein. Exactement. Ouais. Ah, tu as des infos secrètes alors, Elie? Il paraît qu'il s'est dirigé une des plus grosses multinationales au monde. Hein. Ah bon, j'ai eu peur. Je croyais que tu parlais d'autres talents secrets. Ça me fait penser aux présentations où Bill Gates se retrouvait avec un écran bleu, comme une poule qui avait trouvé un couteau. C'est un peu, avec un sourire disant « Eh oui, moi aussi, ça m'arrive ». C'est un peu ce qui s'est passé pour Tim Cook, ouais. Sauf que là, c'est quand même beaucoup plus drôle, parce que c'est lui qui fait la photo, quand même. Ouais, mais bon, au moins, et d'ailleurs, en complément d'information, tous les APR, et je pense que les Apple Store, c'est pareil, nous avons en ce moment une campagne sur les photos de l'iPhone 6. Et donc, tous nos posters dans les vitrines à l'intérieur du magasin et tous les économiseurs d'écran de toutes nos machines utilisent la campagne prix avec l'iPhone 6 et le nom du photographe. Voilà, donc elles vont toutes être remplacées par la photo prise par Tim Cook. Oui. Super Bowl. Bon, Tim Cook, il n'a pas fait que des conneries ces dernières heures, et c'est aussi un sujet, je crois, que tu as repéré, Gilles. Il a été longuement interviewé par The Guardian, nos confrères britanniques, et il est question de plusieurs sujets. Hein. Oui, c'était pour l'erreur 42, c'est ça? 53. Oui, alors, c'était un été, c'est un été 42, mais c'est l'erreur 53 dont on va parler dans un petit instant. C'est pas tellement le sujet de Tim Cook, hein, il me semble. Non, je crois que il a commenté, en fait, j'ai vu l'interview, il a commenté un peu, il a fait un town meeting, c'est-à-dire en fait une sorte de conférence vidéo avec l'ensemble des employés Apple. Et il a parlé des résultats, il a parlé des ventes d'iPhone, et il les a un peu rassurés en disant qu'il y avait plein de produits dans le pipeline, que les ventes d'iPad allaient repartir d'ici la fin de l'année. Alors peut-être qu'il pense à des produits dont on ne soupçonne pas encore l'existence. Mais en tout cas, il était assez confiant sur les ventes d'iPad. Et puis après, il a parlé de détails plus internes à la société, sur des histoires de garderie, de garde d'enfants, de congés, de primes et de choses comme ça qui, nous intéressent un peu moins, mais qui doivent un peu intéresser les employés d'Apple. Alors, ce qui est intéressant, il y a le message, évidemment, mais il y a le fait de délivrer ce message. Est-ce qu'il y avait un besoin, vous pensez, en interne, de rassurer un peu les troupes ? Mais je pense que les employés d'Apple ont vu les résultats, voient, eux, dans leur boutique, qu'il y a quand même une petite baisse de fréquentation, et donc ils peuvent certainement s'inquiéter. Donc c'est au patron de donner à un moment donné de redynamiser les troupes. Hein. Maintenant, on peut aussi se demander si la baisse de fréquentation dans certaines boutiques Apple ne vient pas des promos délirantes dont on vient de parler à côté. Hein. Il y a un truc aussi, c'est la baisse du titre. Alors le fameux plan d'intéressement de redistribution du cash, on en a peu parlé. Il y a de la distribution de dividendes pour les actionnaires, mais qui n'est que pour 80% du montant, et 120% c'est du rachat d'actions. Et contrairement à ce qu'on a pu dire, ce n'est pas en direction principalement des actionnaires que ça a été monté, c'est pour favoriser et retenir les
les employés à l'intérieur de la société avec les rachats d'actions permettent de redistribuer ensuite des stocks options et surtout, ils ont fait voter dès le départ l'éligibilité des stocks options à la distribution de dividendes. Ce qui fait que, avec le titre qui plonge là et qui est passé en dessous, qui est passé en dessous de la barre des $100, il y a un peu de flottement dans les troupes, la motivation des troupes, d'autant que donc le Guardian, c'est à ce que tu faisais allusion, Benjamin, a parlé de difficultés d'Apple à recruter et à retenir ses meilleurs éléments. Le Guardian a fait parler un certain nombre de recruteurs dans la vallée, disant qu'il y avait vraiment une spécificité d'Apple, d'où l'annonce aussi de tous les avantages sociaux auxquels tu faisais allusion, Élie. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'Apple n'est plus la première société en termes de capitalisation au monde. Google est passé devant. Donc, si ça a duré une journée. Ou un autre Apple est repassé pétrolier, c'était moins grave. Mais là, c'est Google. Donc, il ne faut pas que des employés d'Apple, surtout des employés clés, quittent Apple pour aller chez Google pour une histoire de « on veut travailler dans la première société ». Donc, ça a duré une journée, Élie. Ça a vraiment duré très peu de temps. Google qui est repassé devant. Bon, j'en vois qui dorment quand même au premier rang, notamment Teddy en haut à gauche. Là, je t'ai rarement connu aussi silencieux. Je te propose qu'on marque une toute petite pause et puis on va revenir vers toi pour un sujet qui te concerne directement, puisqu'on va parler, on va parler d'Android. Tout de suite. Je sors, c'est ça. Et oui, iWeek, l'émission dans laquelle on parle le plus d'Android, c'est avec Teddy notamment. Et ce soir, il y a une bonne raison, Teddy, de parler d'Android. Oui, parce que comme on parlait de cette fameuse conférence auprès des employés d'Apple au cours de laquelle Tim Cook s'est exprimé, j'ai bien vu que Gilles et Élie faisaient exprès d'occulter un des sujets qui a quand même été abordé par Tim Cook, qui a déclaré qu'il était prêt à s'ouvrir à d'autres plateformes. Et donc ça, évidemment, ce genre de déclaration, vous, vous doutez bien que chez nos camarades qui sont donc les médias spécialisés dans l'actu Android, c'est pas passé inaperçu. Et donc voilà, ils se sont un petit peu demandé quelles applications Apple pourrait prochainement débarquer sur le Play Store d'Android. Et effectivement, il y en a certaines qui pourraient être intéressantes à trouver sur ce Play Store d'Android. Je pense notamment à l'application Message, à FaceTime, à l'application Podcast par exemple, à iCloud, à Note, ou à l'application Photo aussi. Et voilà, donc à voir si effectivement tout ça va arriver dans les mois à venir. Mais bon, c'était peut-être pas innocent quand même cette déclaration de Tim Cook. Tu as vu ces deux logos côte à côte et cette liste que je fais défiler ? Hein, c'est émouvant, non? Après, il y a quand même des intérêts éventuellement aussi pour Apple à proposer certaines de ces applications sur Play Store d'Android. Je vais m'expliquer sans être trop long, mais faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des téléphones sous Android parce que c'est un choix un peu par défaut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un iPhone. Mais pour autant, ils n'ont pas non plus forcément envie de confier toutes leurs données au service de Google. Et comme on sait que Apple rappelle régulièrement que jamais ils n'utiliseront les données personnelles qu'ils récoltent sur leurs usagers à des fins commerciales, par exemple, ou publicitaires, ça peut être intéressant pour ceux qui sont sous Android de pouvoir utiliser des services Apple plutôt que des services Google, justement pour ces raisons de confidentialité des données. Ouais. Bon, de 3. Oui. Est-ce que vous comprenez cette évolution de la stratégie d'Apple vers Android, qui est quand même, ça me fait penser de manière un peu différente quand même à l'arrivée d'un iTunes sur PC il y a quelques années, sur Windows, quoi. C'est pas différent, c'est tout à fait la même stratégie. Il va de nouveau geler en enfer. Ah, il prend cher aussi lui ce soir. Hein. Ouais. Mais bon, après. Moi, je pense que non, ça peut être une bonne idée dans le sens où faut quand même pas oublier que
même si on adore Apple, quoi. Android, c'est 80% du marché des smartphones, quoi. Donc, ça permet de proposer ces services à 80% de personnes en plus. C'est pas négligeable, quoi. Ouais, moi, je pense que si c'est maîtrisé, c'est bien, c'est une politique d'ouverture. Si c'est pas maîtrisé, on revient. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu ça et donc d'avoir cette expérience un peu de dinosaure de la distribution Apple. Ça a commencé comme ça il y a longtemps avec John Sculley, une petite ouverture, puis une moyenne ouverture, puis une énorme ouverture, et puis après, à partir du moment où les clients trouvent le meilleur d'Apple dans un téléphone qui coûte moins cher ou dans une plateforme qui coûte moins cher, pourquoi acheter Apple ? Ça peut être un couteau à double tranchant, donc il faut faire très très attention à ça. Est-ce que tu fais référence à des marques comme Umax, Motorola, Power Computing à une époque ? Très exactement ça, c'est-à-dire que c'était parti d'une bonne intention qui était de toucher un public plus large, et Apple naïvement avait proposé à ses fabricants de clones une licence en leur disant « mais vous nous laissez évidemment le cœur du marché, hein, donc vous n'allez pas vous mettre en concurrence avec nous ». Les autres se disent « oui, mais bien sûr, tant que c'est pas dans le contrat ». Et dès la première semaine, il y avait des produits qui étaient plus puissants que le haut de gamme Apple et des produits qui étaient beaucoup moins chers que le bas de gamme d'Apple. Et tu te souviens, Steve Jobs, la première chose qu'il a fait en revenant chez Apple, en 97, rappelez-vous que sa première décision a été de couper les licences brutalement, ce qui a dû certainement leur coûter de l'argent, mais il s'est dit non, il faut que quelqu'un qui veut acheter Apple, avec tout ce que nous allons, en tout cas dans sa tête, faire comme différenciation, paiera peut-être un peu plus cher, mais il aura une plateforme différente. Si on banalise la plateforme, pourquoi acheter Apple ? Parce qu'on va dire, OK, parce que c'est plus joli. Oui, mais plus joli à 300 ou 400 euros de plus, il faut que ça fasse des choses que les autres ne font pas. Hein. Ouais. Est-ce que tu te souviens, Elie, de quel subterfuge Steve Jobs a joué à l'époque pour justement pouvoir casser le contrat avec les fabricants de clones ? Non, vas-y, rappelle-le-moi. Eh ben, il a précipité l'arrivée de macOS 8 à l'époque, puisqu'il y avait une clause dans les contrats qui disait qu'en cas d'évolution majeure du système, il pouvait revoir les contrats. Et donc, macOS 8 est sorti plus tôt que prévu. On va dire, elle est quasiment uniquement pour permettre à Jobs d'arrêter les clones, voilà, à l'époque. Et le système n'était pas du tout abouti. C'était une catastrophe. Il avait fallu attendre la version 8.1 ou 8.2 pour retrouver quelque chose de correct. C'est marrant, ça me rappelle un truc beaucoup plus récent, ça, ce que tu dis, Gilles. Ah bon ? Je sors. Et puis, je pense qu'il va falloir aussi se poser la question du développement des applications sur Android. Parce que si c'est pour retrouver des services et des applications avec une qualité dégradée, Apple peut jouer gros sur ce genre de choses, puisque finalement on va se poser la question pourquoi aller chez Apple alors que les services sont finalement pas si bien que ça, les applications pas si géniales que ça. Quand on voit par exemple ce que Google a fait au niveau de ses applications pour iOS qui sont quand même plutôt pas mal et bien développées, il faudra se poser la question, est-ce qu'Apple est capable de faire des applications aussi intéressantes sur Google que Google fait des applications intéressantes sur les plateformes Apple? Bon, on pourra en discuter avec Guillaume, qui est le grand spécialiste dans ce domaine, mais honnêtement, sous Google, il n'y a pas de sandboxing, c'est-à-dire il n'y a pas de protection des données qui appartiennent à chaque application. Donc, si une application Apple sous Android connaît un virus ou connaît une fuite de données, les gens ils vont pas se dire c'est Android, ils vont se dire l'appli Apple X ou Y est une merde, a provoqué ceci, a provoqué cela, et c'est l'image d'Apple derrière. Donc j'aime quand on parle cash dans iWeek. Voilà. Je ne sais pas si Apple se pose autant de questions que vous, messieurs, parce qu'il y a à l'heure actuelle une application Apple sur le Play Store d'Android, il s'agit d'Apple Music, et lors de la dernière mise à jour de cette application, ils ont permis de pouvoir télécharger et stocker les musiques sur une carte SD, au lieu de la mémoire interne du téléphone, afin de pouvoir les écouter hors ligne. Donc, c'est quand même chose qu'on ne peut pas faire facilement d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est quand même une tout simplement ouverture très fort, quoi.
Il n'y a pas la possibilité de mettre une carte SD sur un iPhone. Donc voilà aussi la raison pour laquelle Apple ne le permet pas. Sinon, il n'est pas dit que l'achat serait impossible. Je crois que c'est un sujet qu'on va aborder d'ailleurs tout à l'heure. On va revenir à l'histoire de la carte SD justement tout à l'heure. On va changer de sujet. On va quitter le domaine purement Android. Je suis désolé, Teddy, tu pars ou tu restes? Non, je reste. Bon, alors son émission s'arrête là. On va revenir. On va revenir à des sujets purement Apple et notamment à l'iPhone avec ce programme de reprise des iPhones cassés, alors dont on avait déjà parlé parce qu'il était arrivé aux États-Unis il y a quelques semaines, quelques mois, n'est-ce pas, Ellie? Et il concerne maintenant d'autres pays, notamment la France. Et oui. Et donc, c'est une bonne chose, encore une fois, pour les clients finaux, parce qu'Apple donne la possibilité de ramener un téléphone cassé pour en racheter un autre, mais exclusivement et uniquement dans les Apple Store. Donc, pas dans les centres de service comme nous sommes, ou pas dans les APR, et d'ailleurs dans les autres. Donc, c'est un très bon programme pour les utilisateurs. Comment ça fonctionne? C'est encore un clou qu'ils enfoncent un peu dans notre cercueil. Je suis d'accord. On peut quand même expliquer comment ça fonctionne, ce programme de reprise? C'est un programme d'échange et contre un bon d'achat. Donc, par exemple, pour un iPhone 5S, si vous avez l'écran ou le bouton Home qui est cassé, c'est racheté 60 €. Un iPhone 6, 110 €. Un iPhone 6 Plus, 130 €. En revanche, si ces mêmes téléphones sont en bon état, le 5S, c'est repris 315. Non, le 6 Plus, pardon, 315, le 6, 285 et le 5S, 145 €. Et après, il y a même aussi. Non, c'est pas énorme. Et par après, rapport au tarif, on va dire qu'on trouve de reprise des iPhones d'occasion, ça se place comment? Si vous le revendez vous-même, vous gagnerez beaucoup plus, hein, clairement. Ouais. Et c'est indépendamment de la capacité, parce que finalement, ils vont reprendre un 128 Go au même prix qu'un 16 avec ce système. C'est ça le problème. C'est malin. C'est assez intelligent. Bon, par contre, sur un 5S ou inférieur, si vous avez un écran fissuré, faites-le réparer. Dans un centre de service, que ce soit un centre de service Apple ou un des nombreux réparateurs, ça coûte pas cher et vous repartez avec un téléphone tout neuf. Maintenant, si vous avez envie de changer pour un 6S ou un 6S Plus, ok, mais se faire reprendre un 5S 60 €, alors que le 9 il vaut 409, il vaut mieux faire réparer l'écran, parce qu'aujourd'hui les écrans coûtent pas cher. Alors la réparation, on va en reparler parce que c'est à l'origine de cette erreur 53 qui va nous occuper, je pense, pour une bonne partie de la fin de l'émission dans un instant. D'ailleurs, vos tweets, Gilles, oui. C'est Philippe Legrand qui te dit que tu confonds l'erreur 42 avec l'école 42 apparemment. C'est peut-être à ça que tu pensais tout à l'heure. Oui, je sors alors. Oui. Non, reste. Non, on va rester sur le sujet des. On te garde. Voilà, on te garde, évidemment. On va rester sur le sujet des iPhones et des soins qu'on peut leur prodiguer avec ce nouveau service qui est proposé dans les Apple Store, qui consiste à la pose d'un écran protecteur. Alors, c'est pas gratuit non plus, mais on va dire qu'on ne paye que l'écran finalement, pas la pose, c'est ça? Voilà, et il y a une info toute fraîche qui est tombée cet après-midi. Apparemment, c'est disponible, ça y est, en France aussi, pour 29,95 €. Vous pouvez faire installer une protection d'écran qui est la True Clear Pro de Belkin. Donc, en fait, sans rendez-vous, dans un Apple Store. Ils vous nettoient l'écran et ils le mettent dans une machine qui était conçue spécialement pour ça par Belkin et qui aligne le film avec très grande précision. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, Apple vous le remplace immédiatement la protection en question. Et il l'enlève quoi? Il l'enlève et il te rembourse. On peut faire mieux que ça. Comment? Car il l'enlève et il te la rembourse. Ça a toujours été un cauchemar. Nous, on a arrêté de le faire depuis très longtemps parce que c'est très difficile d'éviter les bulles et donc les clients généralement ne sont pas contents. Donc oui, avec une machine, j'ai vu comment ça fonctionne, j'ai vu attentivement, ça va être un peu mieux. Mais aujourd'hui, il existe une solution qui est beaucoup plus simple. Il existe non pas des films, mais des cadres de la marque Moshi, pour ne pas les nommer, qui se posent, qui n'ont jamais de bulles, parce que c'est pas un film, c'est un cadre donc qui entoure l'écran. Donc ça se positionne super facilement. Il n'y a jamais de bulles. Le résultat est nickel, ça vaut ce prix-là. Et en plus, vous pouvez même l'enlever, peut-être pas tous les jours, mais vous pouvez l'enlever
car il tient par électricité statique et non pas par colle, et vous pouvez même le laver. Et donc, il existe en 2 modèles, un qui est un film et un qui est un écran en verre très très mince. Et donc, dans les 2 cas, c'est nickel, ça se pose en 30 secondes et le résultat est garanti. Et ça vaut le même prix. Mais ça augmente le volume de l'iPhone, non? Ben, pas le film non. L'écran en verre, oui, bien entendu, mais pas le film. Le film, c'est comme un autre film. La seule différence dans Moshi, c'est qu'il y a un cadre. Et le cadre entourant l'écran et se posant autour de l'écran fait que la partie habituelle d'un film est toujours bien positionnée et il n'y a absolument aucune bulle. C'est impossible qu'il y ait une bulle. Bon, on vous le montrera la semaine prochaine parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à le visualiser. Mais on vous trouvera les images pour la semaine prochaine. Promis, Ellie, ça m'intéresse, ça me titille cette histoire. Tant qu'on est sur un produit pour l'iPhone, la semaine dernière, on a failli vous parler d'un chargeur qui s'appelle l'Aluminium 6 Portable Charger en américain, en anglais. Je ne sais plus qui d'entre vous m'avait pointé cette vidéo. C'est moi. Ah, Teddy. En fait, c'est une batterie nomade qui vient se fixer sur la prise Lightning de l'iPhone et qui reprend un peu le design de l'iPhone avec ses bords arrondis. Voilà, et quand vous slidez avec le doigt, ça active la batterie. Et puis vous faites le geste dans l'autre sens pour la désactiver. C'est une batterie de 1500 mAh. Ce qui donne un résultat au final, je trouve quand même pas énorme, esthétiquement. 1500, non, mais je trouve que le résultat est quand même esthétiquement plus réussi que la coque officielle d'Apple. Ouais. En même temps, c'était pas compliqué. Mais il est très long là du coup après. Hein. Oui, oui. Moi, je l'aime pas du tout. Mais c'est pour du dépannage en même temps. Je pense qu'il faut voir plutôt dans ce cadre-là. Puis voilà, ça reprend aussi les coloris de l'iPhone 6 et 6S, c'est-à-dire gris sidéral, or et argent. Il n'y a pas le or rose, je crois pas. C'est vrai que c'est assez homogène au moins en termes de design. Voilà, c'est ça, c'est homogène. Par contre, attention, les yeux pour le prix, ça coûte $119,95. Ah oui, pour une batterie de moins de 2000 mAh, c'est quand même très cher. Voilà. Le porte-à-faux sur la prise Lightning, j'ose même pas imaginer, quoi. Je suis d'accord avec Gilles. C'est-à-dire le porte-à-faux On allonge beaucoup, on met un bras de levier au niveau d'une prise qui est fragile et qui est un point de faiblesse de l'appareil qui vaut très très cher. Si jamais on appuie sans faire exprès, on peut le casser, tu veux dire. Quelque chose qui se passe là-dessus, c'est fini, quoi. On a une brique. Ellie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je regardais la pub. Moi, je trouve ça très très long quand on l'a en main et je trouve ça très fragile. Et même quand on le voit dans la vidéo, là, tu n'as pas passé la vidéo en tout cas, sinon je ne l'ai pas vue. Ah si, on l'a vu. Non, mais ça ne tient pas, c'est pas si homogène que ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit angle parce que ça pèse un certain poids. Donc, tu ne peux pas prendre le téléphone et bouger un peu avec, ça va tomber. Il faut vraiment le prendre en tenant le chargeur. Donc moi, je trouve pas ça très pratique. Si on n'aime pas celle d'Apple, il y en a d'autres. Mais celle-là est originale, on peut pas dire le contraire. Mais moi, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Bon, voilà. En tout cas, on voulait vous la montrer. On vous avait dit la semaine dernière qu'on n'avait pas fini le programme et qu'on se rattraperait. Voilà, je commence à rattraper notre retard. Mais évidemment, le sujet que vous attendez tous, et on va y venir maintenant, c'est évidemment cette fameuse erreur 53. On y revient dans un instant. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'erreur 53? Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Vous me confirmez que c'est une erreur qui est liée d'abord à iOS 9 et qui détecte les composants non officiels qui auraient servi à réparer un iPhone? Un iPhone 6 ou 6S, et ça détecterait le changement du Touch ID. Donc, ce qui n'est pas n'importe quel composant quand même sur le téléphone. Home avec Touch ID. C'est pour ça d'ailleurs que ça concerne les 6 et au-delà. Ils auraient pu d'ailleurs l'étendre au 5S, mais là on n'en parle pas. Pour l'instant. Et l'écran aussi. Je disais juste que le composant en question n'est pas n'importe quel composant, puisque Touch ID, c'est quand même un composant qui avait fait beaucoup parler au moment de sa première apparition, puisque c'est le composant qui va servir à retenir l'empreinte digitale du possesseur de téléphone. Et donc, forcément, son changement induit aussi, de fait, une modification dans
dans la sécurité du smartphone en question. Donc de ce fait, on peut... Alors c'est ça qui permet de comprendre les éventuels problèmes qui sont directement liés à ce changement de composant. Ouais, mais c'est quand même extrêmement... Enfin, c'est brutal. Il y a quand même énormément de gens qui ont recours à des petites boutiques pour réparer leurs iPhones, sans trop savoir d'où viennent les pièces, qui se sont jamais vraiment posé la question jusqu'à maintenant. Et ils se retrouvent avec des iPhones qui deviennent quoi? Qui deviennent inutilisables. Qu'est-ce qu'il y a comme parade pour ces iPhones qui bug, en fait, à part... Enfin, oui... Ouais, pour l'instant, on n'a pas de réaction officielle d'Apple, en tout cas en tant que centre de service. Apple ne nous a donné aucune consigne de prise en charge ou de réparation de ce type de produit. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est facile de trouver des remplacements pour Touch ID? Parce que si on va dans une petite boutique et qu'on fait remplacer le bouton Home par un autre bouton OK, mais Touch ID avec un capteur d'empreinte, je ne sais pas si ça se trouve facilement. Il y a des équipementiers chinois qui le font. Le problème est arrivé aussi. C'est ça le problème alors. C'est ça un écran. Ouais. Ben oui. Avec des écrans. Ouais. Et ce qui est un organe de sécurité également, puisque c'est lui qui reçoit votre code confidentiel et l'identifiant aussi de l'opérateur, enfin le code à 4 chiffres. Moi, ce que je trouve un peu bizarre, et Apple est victime de sa réputation là. En principe, on est toujours sous garantie avec un iPhone 6. Il y a 2 ans de garantie constructeur maintenant. Détrompe-moi, Ellie, si... non, c'est vrai. Donc, les gens ont, par crainte de la douille, c'est moi l'expression, que on est supposé prendre quand on va quand on fait une réparation agréée, sont passés par des petits rebooteux au lieu d'aller chez le médecin, en fait. Mais c'est très bizarre parce qu'un produit garanti Apple, et avec la garantie européenne, c'est 2 ans, vous payez absolument 0. Donc, je ne vois pas où est le problème. Hein. Ça, c'est pour les iPhones qui sont hors garantie, Ellie. Ben oui, pour les iPhones et les 6S, la garantie européenne de 2 ans, les produits sont tous garantis. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais après, sur les justifications données par Apple, elles sont tout à fait entendables. Elles sont tendables ou entendables? J'ai pas compris. Entendables. Ce qui est, en revanche, plus contestable, c'est la méthode employée qui est un peu, comme tu l'as dit, Benjamin, un peu brutale, quoi. Brutal, ouais. Il y avait moyen de prévenir un minimum avant, plutôt que d'attendre que des gens aient installé une mise à jour qui brique leur appareil et le rend inutilisable. Bon, là, pour le coup, c'est quand même moyen, quoi. Alors justement, la riposte, elle est déjà en train de s'organiser, puisque vous savez que les Américains rigolent pas du tout avec ce genre de problème, et donc des class actions, donc des actions des procès de groupe, sont déjà en train de se monter aux États-Unis contre Apple. Ça va vite. Hein. Oui, mais il y a un avertissement en disant que toute réparation en dehors d'un centre agréé entraîne de fait l'annulation de la garantie. Alors, c'est 2 choses différentes. Tu peux perdre la garantie sans perdre l'usage de ton téléphone, quand même. C'est 2 choses différentes. Oui, mais comment dire, ils ne garantissent pas la fonctionnalité de l'appareil si il y a des modifications qui sont faites. C'est alors c'est pas un contrat de licence d'utilisateur final comme chez Microsoft où c'est Kafka, mais il y a quand même je crois que cette éventualité est clairement explicite et donc à valeur de contrat. Et les Anglais et les Américains, les anglo-saxons, ne rigolent pas avec les contrats. Oui, je crois qu'il y a des gens qui se précipitent et qui vont essayer de faire de l'argent. Donc, on parle de class action. Il y a des avocats qui ont dû se précipiter, appeler tout le monde en disant « Ouais, là, il y a un filon, on va pouvoir tirer de l'argent à Apple. » Moi, pour une fois, il nous est arrivé de critiquer Apple ici, et vous le savez tous, mais pour une fois, je vois pas vraiment où est le problème. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'Apple ait fait exprès. Si on pouvait démontrer qu'Apple a fait exprès de briquer ses téléphones, ça serait condamnable. Mais je pense qu'Apple a des mesures de sécurité. Si on remplace un composant clé de la machine et que ça provoque une erreur,
est-ce que c'était vraiment designé par Apple ou est-ce que c'est simplement une conséquence d'avoir utilisé une pièce d'un Apple? Si on utilise une batterie de très mauvaise qualité et qu'on grille le téléphone, est-ce que c'est la faute d'Apple? Si on utilise un écran tactile de mauvaise qualité et qui ne répond pas au toucher, est-ce que c'est la faute d'Apple? Il faudrait qu'on ait plus d'informations pour pouvoir être catégorique. Surtout si dans le même temps, Apple remplace le composant gratuitement, puisque a priori, le Touch ID, c'est pas comme un écran, on ne peut pas le casser en le faisant tomber. Donc, a priori, ce sont des problèmes liés au composant lui-même. Et donc, logiquement, ce sont des composants qui sont sous la garantie du téléphone. Donc, le jour où on a un souci avec son Touch ID, et ça m'est déjà arrivé, la première chose que l'on fait, c'est on passe chez Apple, ou alors on se renseigne directement en ligne, et puis on fait remplacer le composant défectueux. Alors, moi, j'arrive pas trop à comprendre ce qui pousse les gens donc à aller faire remplacer un composant comme le Touch ID. Et en plus, je connais pas la démarche pour aller faire remplacer le composant Touch ID autre part que chez Apple. Mais il y a peut-être je pense que c'est la crainte du dentiste et les services supplémentaires et la reprise sont peut-être un peu là pour ça aussi. Et peut-être aussi la peur de payer plus cher ou l'envie de payer à tout prix moins cher, même si on ne sait pas trop d'où ça vient. D'ailleurs, il y a pas mal de réactions sur Twitter à cette affaire. Une réaction qui résume quand même pas mal l'idée générale, c'est Kaelwen qui nous dit ceux qui gueulent contre cette erreur gueuleront si le Touch ID n'est pas sécurisé, c'est ridicule. Mieux vaut tout couper plutôt que de risquer une fuite de ses données personnelles. C'est pas complètement faux. Après, on se retrouve avec un iPhone qui ne marche plus, c'est quand même un vrai problème. Et puis surtout, on peut pas demander. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Kael, parce que imaginez qu'on puisse remplacer ça par un composant chinois et autres, et qu'on apprenne dans 3 mois que vos informations confidentielles, et en particulier des informations de carte de crédit, ce qui est le cas aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, ou des renseignements sur vos mots de passe, etc., se retrouvent dans une base de données chinoise. Quelle serait la réaction de ces mêmes utilisateurs qui râlent aujourd'hui? Bien sûr. Alors, c'est des composants chinois et l'utilisation du Touch ID et pour aidez-moi, pour le service bancaire l'Apple Pay, d'Apple, oui, arrive en Chine aussi dans quelques semaines. Et puis surtout, on ne peut pas demander à Apple de renforcer la sécurité et puis d'un autre côté, venir râler le jour où Apple justement bloque un appareil parce que la sécurité est potentiellement mise en danger. Bien sûr. Le seul problème qui pourrait pousser quelqu'un à aller réparer ailleurs serait un problème de délai. Les Apple Store sont débordés, un certain nombre de centres de maintenance sont débordés. Quelqu'un qui ne peut pas se passer de son téléphone plus d'1 heure peut être tenté de la réparation à la seconde. Mais sinon, s'il peut s'en séparer pendant 48 heures, en cas d'échange, ou voire pendant 1 heure en cas de remplacement sur place, il vaudrait beaucoup mieux, surtout sur un appareil sous garantie, d'aller chez un réparateur agréé ou dans un Apple Store. Il commence même maintenant à y avoir des programmes de prêt de téléphone qui se mettent en place, ce qui fait que même si la réparation demandait quelques jours, le client pourrait repartir avec un téléphone de remplacement pendant ce temps. Donc, bon. Ouais, le seul souci après, c'est aussi une question de maillage du réseau des centres de réparation agréés, parce que je vais prendre un exemple tout bête qui est le mien. Moi, j'habite actuellement dans une ville qui s'appelle Chalon-sur-Saône, donc dans le département de la Saône-et-Loire, qui compte quand même plus d'1 demi-million d'habitants. C'est pas non plus la Creuse ou la Lozère. Et j'ai vérifié ce matin en préparant l'émission pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, mais j'ai pas de centre de réparation agréé Apple à moins de 3 quarts d'heure de route, quoi. On me dit qu'il faut aller soit à l'Apple Store de Dijon, soit celui de Lyon, soit celui de Besançon. Donc c'est-à-dire taper 3 quarts d'heure d'autoroute. C'est peut-être aussi pour ça que des fois, il y a certaines personnes qui essayent de faire réparer leur téléphone par d'autres circuits, quoi. Ouais, avec toute l'amitié qu'on a pour la Creuse et la Lozère, bien sûr. Tout à fait. On le précise. De très jolies régions, d'ailleurs. Et est-ce qu'il n'y a pas, Teddy, la possibilité d'envoyer le téléphone via un service de coursier? C'est 48 heures chaque fois. Oui. Mais après, voilà, je sais que c'est pas le truc qui est le plus... non, mais c'est même gratuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu téléphones à Apple Care, si tu es dans une zone qui n'est pas couverte, ils envoient par UPS une boîte chez toi, à la dimension du téléphone, tu mets le téléphone dedans, ça repart et ça revient réparer chez toi. Ouais, mais ça, c'est pour ceux qui ont l'Apple Care, comme tu viens de le dire. C'est pas, je suis pas sûr que ce soit pour tous les clients, il me semble pas. Alors, les amis, juste, vous savez quoi, on part pour 48 heures chaque fois. Gilles, on a promis de faire un tout petit peu plus de produits que d'habitude, et c'est une habitude qu'on va essayer de prendre. Je voudrais qu'on parle
Allez, on va essayer de parler de 2 produits. Il nous reste 2 minutes 30 pour vous les montrer. C'est Teddy qui nous a attiré vers cet article de Hit Generation. En fait, un connecteur assez proche du MagSafe, mais pour l'iPhone. C'est ça, en fait, ça reprend le principe du MagSafe. Donc, c'est Sozave qui fait ça. Donc, le câble est en 2 parties. Donc, vous voyez, il y a un petit embout qui va dans la prise Lightning et le câble qui va s'aimanter sur ce petit embout. Ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte à l'heure actuelle 14,99 $ parce qu'il est en précommande. 14,99 €, pardon. Ouais. Après, ça sera 24,99 €. Alors, la seule chose, moi, je vous conseille de peut-être pas trop vous précipiter encore tout de suite dessus parce qu'il n'est pas encore certifié MFI, c'est en cours, hein, mais à l'heure actuelle, ça l'est pas. Ouais, Made for iPhone. Et voilà, qu'est-ce que ça change ? Il n'est pas certifié par Apple, donc vous prenez le risque que ça fonctionne pas pour la recharge. Voilà. Une future version l'annule ou d'ailleurs, pour nous, l'impossibilité de le vendre puisqu'Apple vient contrôler dans nos rayons. Et si jamais il y a un seul produit dans nos rayons qui n'est pas MFI avec le logo Apple, on est très très mal. Il y a des sanctions qui sont prévues dans le contrat. Évidemment, MFI veut dire aussi qu'on paye une licence à Apple. Faut pas l'oublier. Mais bon, je précise quand même, c'est précisé dans l'article que Sozave est en train de faire les démarches pour obtenir cette certification. C'est en cours. Allez, il nous reste une minute. Tant qu'on paye. Il nous reste 1 minute avec toi, Gilles, pour parler de Dragon. C'est un sujet qui te tient à cœur et c'est promis, on va finir l'émission avec Dragon. Raconte-nous un peu la nouveauté. Alors, c'est quelque chose. Il faut d'abord parler de l'intérêt parce que Apple propose une une dictée personnelle, mais qui est fournie également par Nuance, mais qui ne marche pas très très bien et marche en tout cas beaucoup moins bien que celle d'iOS. Là, on a un vrai saut en qualité, en vitesse de reconnaissance, y compris avec des machines anciennes du Core 2 Duo par exemple, et c'est quelque chose qui est vraiment utile pour tous ceux qui doivent produire du texte soit en vitesse, soit en quantité. On a sur les premières générations de travailleurs du clavier, comme je les appelle, des troubles musculo-tendineux au niveau des doigts, des poignets, et puis c'est le type de dispositif qui permet de regarder son écran, ce qu'on fait pas toujours quand on tape. On n'a pas toujours cette habitude, et du coup, on se tient beaucoup mieux, moins penché sur sa machine, d'autant que la mode de l'ordinateur portable a fait qu'on a eu tendance à s'avachir et à s'esquinter le dos, quoi. Ouais, si je peux me permettre un petit commentaire pour appuyer ce que vient de dire Gilles. Il reste 30 secondes. Moi, j'utilise Dragon depuis un moment et donc j'ai vu les différentes versions. L'intérêt est multiple dans cette nouvelle version. Elle est plus rapide, la reconnaissance marche beaucoup mieux. Ça utilise le micro intégré d'un portable Apple, ce qui évite de mettre un casque qui était très rédhibitoire pour certains utilisateurs, certains avocats, notaires où médecins se voyaient mal coiffer un casque pour dicter. Là, ça marche très très bien avec le micro intégré. Et effectivement, c'est indispensable. Par exemple, un chirurgien qui est en train d'opérer et qui veut dicter un compte-rendu opératoire, ça marche d'enfer. Un avocat qui dicte du texte au kilomètre, ça marche d'enfer. Et il y a des dictionnaires d'ailleurs spécialisés pour ces professions. Voilà, et on va terminer là-dessus, en tout cas pour cette semaine. Merci beaucoup à tous les 4. Moi, je pense aussi à ceux qui ne sont pas là. Je pense à Guillaume. J'espère qu'il va revenir très très vite. Et puis à tous les amis de la bande, Fred Blaison, Bernard Ledu, voilà, tous ceux qui composent iWeek régulièrement. On est très heureux et Grégoire, bien sûr, on est très heureux d'avoir passé cette nouvelle heure avec vous. Je vous salue Teddy, Gilles, Eddy et Ellie. Très bonne soirée à tous les 4. La soirée qui continue sur Watch. Merci de votre fidélité. On se retrouve mardi prochain, 20h. En direct pour toute l'actu en live, c'est iWeek. Salut à tous!